Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Les prix du gaz sont donc gelés pendant tout l'hiver pour éviter les 30% de hausse qui étaient prévus dans les 2 mois qui viennent. C'est la solution annoncée hier par Jean Castex. Est-ce qu'elle vous satisfait ? Non, enfin, si la situation prêtait à sourire, je dirais que Monsieur Castex s'est réveillé un peu tard, qu'on est content d'avoir de ses nouvelles parce qu'on était à 2 doigts de lancer un avis de recherche, mais que pendant qu'il dormait, la hausse des prix du gaz sur déjà 3-4 mois, elle a atteint déjà des chiffres qui sont vertigineux. On est à 30 à 40% d'augmentation du prix du gaz. Donc bloquer le prix du gaz une fois qu'il a déjà augmenté, bon, c'est mieux parce que ça permettra d'éviter que ça continue à augmenter. Non, nous, on demande ça depuis 3 mois, si vous voulez. Donc il y a déjà eu 3 hausses du prix du gaz. Et il y a aujourd'hui dans ce pays 500 000 personnes chaque année qui voient leur facture coupée, leur gaz coupé pour impayé. Vous avez dans ce pays 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, et même l'augmentation qui a déjà été entérinée, elle est tout simplement pas tenable. Donc bloquer, pourquoi pas, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut organiser la baisse d'une partie du prix du gaz. C'est possible de le faire puisqu'il y a à peu près 40% de la facture du gaz aujourd'hui qui sont des taxes. Par exemple, en baissant la TVA de 20% à 0% sur le prix du gaz. Ça, c'est des mesures de court terme. Et puis ensuite, il faut des mesures de moyen terme ou de long terme. Par exemple, mettre en place une tarification progressive, dire que les premières tranches qui sont indispensables à la vie ne coûtent pas la même chose que les surconsommations. Par exemple, mettre un terme à la libéralisation du secteur du gaz et de l'électricité. Je veux quand même dire que sur ce sujet, on nous avait vendu la libéralisation comme étant la chose superbe qui allait faire baisser les prix du gaz. Si on arrête la libéralisation, notre gaz, on l'achète où, à qui et à quel prix? Mais c'est pas la libéralisation qui règle les questions d'approvisionnement. Non, mais à qui vous l'achetez? Eh ben, on continue à l'acheter pour l'instant. Ensuite, on organise la transition, mais pour l'instant, on continue à l'acheter aux personnes qui nous le vendent, et on fait en sorte d'organiser des formes de péréquation financière pour faire en sorte que ça soit pas les usagers qui en payent la facture. D'où la baisse sur les taxes, d'où les tarifications progressives pour que ça coûte moins cher sur les premières tranches, d'où la constitution d'un pôle public du gaz et de l'énergie pour mettre un terme à la libéralisation. La baisse des taxes, c'est ce sur quoi a joué le gouvernement pour l'électricité, afin de limiter l'augmentation à 4% au lieu de 12% au début de l'année prochaine. Là, l'État a joué son rôle, l'État-providence, c'est ce que vous vouliez, et ça marche aujourd'hui ? Encore une fois, je veux pas, tout ce qui permet d'éviter que ça explose est bon à prendre, mais honnêtement, c'est pas suffisant. Il y a des gens qui vont tout simplement pas arriver à payer leur facture de gaz ou d'électricité cette année. Il aurait fallu, bien sûr, mettre 0, mais je pense qu'il faut se poser la question de la baisse du prix, premièrement. Deuxièmement, puisque le gouvernement commence à se convertir à des logiques de blocage de prix, je le mets au défi d'aller plus loin, de poser la question du blocage d'un certain nombre de produits alimentaires de première nécessité. Il y a 8 millions de personnes dans ce pays qui vivent malheureusement et qui ont besoin de l'aide alimentaire pour pouvoir vivre tout simplement. Il faut aller plus loin. Et puis sur la question du gaz et de l'électricité, je pense que à plus long terme, ça pose la question aussi, parce que c'est important de le dire, de la fin des passoires thermiques, de politique enfin ambitieuse de rénovation thermique des bâtiments. C'est un enjeu social, c'est un enjeu écologique, et là aussi les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour l'instant sont très largement insuffisants. Il faut rénover à peu près 700 000 logements chaque année dans ce pays. Quand vous dites, comme vous l'avez dit brièvement il y a quelques instants, Manuel Bompard, service public de l'énergie, ça veut dire que toutes les entreprises aujourd'hui qui vendent une énergie, quelle que soit, je pense à Engie, à Total, ont vocation à être nationalisées si vous arrivez au pouvoir? Oui, je pense qu'il faut revenir à un service public de l'énergie. Je considère, en tout cas dans la conception de l'économie que nous portons. Vous savez combien ça coûte de nationaliser Total, qui est, je crois de mémoire, le premier groupe du CAC 40. Dites-moi combien ça coûte. Non, j'en sais rien du tout. Je vous pose la question. Vous l'avez chiffré ou pas? On va le chiffrer. Je pense qu'on l'a pas encore chiffré totalement, mais vous savez, on va faire aussi beaucoup d'économies. Quand on va nationaliser ça, il y a la question des taxes, par exemple. Il y aura plus de problème de dividendes qui sont versés à un certain nombre d'actionnaires de ces entreprises. On a fait le calcul. Sur les 5 dernières années, les factures de gaz, elles ont à peu près augmenté de 500 €. Il suffit de prendre 10% des bénéfices des entreprises dont vous parlez pour faire en sorte que cette hausse de 500 € soit tout simplement compensée. Oui, mais si vous les nationalisez, il y aura plus de moyens d'être taxés. Justement, donc la nationalisation et la constitution d'un pôle public de l'énergie, elle permet de faire des économies sur des biens qui sont des biens publics fondamentaux. Mais vous n'avez pas chiffré pour l'instant ce que devra dépenser l'État pour nationaliser Total, Engie et tous les autres groupes dont parfois l'État est actionnaire mais très minoritaire. On peut poser la question, mais encore une fois, entendez dans le terme de logique que pour l'instant vous avez des biens
biens publics fondamentaux sur lesquels, je parle du gaz et de l'électricité, sur lesquels vous avez des actionnaires qui s'enrichissent, et on peut considérer que ce n'est pas normal que sur les éléments qui sont indispensables à une vie normale, qu'il y ait des entreprises et des actionnaires qui s'en mettent plein les poches. En quoi constituer un service public de l'énergie, ça va jouer sur les augmentations qu'on voit aujourd'hui? Parce que le gaz, on n'en produit que 1% sur notre territoire. Le reste, on l'importe. Et donc, on fait en fonction des tarifs qui sont actés au niveau européen. Donc, à quoi il va servir ce service public de l'énergie? D'abord, il y a des tarifs réglementés. Donc, qui sont l'État indexés sur les marchés européens, parce que c'est là qu'on achète le gaz. La preuve que ce n'est pas le cas, c'est que le Premier ministre vient d'annoncer un blocage du prix du gaz. Parce que l'État va payer la différence pendant tout l'hiver. Mais le gaz, on continue à l'acheter au même prix et on va continuer à l'acheter plus cher cet hiver, notamment à la Russie. Bien évidemment. Donc après, on peut poser la question, j'y viens dans un deuxième temps, de comment on essaye de sortir de la dépendance à ces achats de gaz. Mais je veux revenir sur ce point pour que les choses soient très claires. Pourquoi ça permettra de baisser les tarifs? Parce qu'il y a une part du prix que chaque usager paye aujourd'hui dans sa facture de gaz qui va alimenter les poches d'un certain nombre d'actionnaires d'entreprises de distribution du gaz et de l'électricité. Et quand vous constituez un pôle public de l'énergie, cette part-là, vous l'économisez. Les augmentations d'aujourd'hui, Emmanuel Bompard, ce ne sont pas les distributeurs qui les appliquent, ce sont les importations qui coûtent trop cher. Non, mais ça, c'est votre vision des choses. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est le monde entier qui est touché par cette augmentation? C'est pour ça que je vous dis en quoi le service public que vous proposez va empêcher ces augmentations de prix. J'essaye de vous expliquer que bien sûr qu'il y a une part due à comment on se procure l'énergie dont on a besoin, mais qu'aujourd'hui il y a des entreprises de distribution de l'électricité qui versent des dividendes à des actionnaires. Or, si vous avez un pôle public de l'énergie, il n'y a plus ces dividendes à ces actionnaires. Ensuite, deuxième sujet qui est important aussi, je le conteste pas, comment on sort de la dépendance à ces importations de gaz. Là aussi, je pose la question du bilan d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a fait depuis maintenant 4 ans pour augmenter, par exemple, la production d'énergie renouvelable sur notre sol? On est très en deçà des objectifs qui avaient été affichés par ce propre gouvernement. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on fait pousser une éolienne en France, il y a des manifestations en dessous. J'ai bien vu, mais vous savez, il n'y a pas que les éoliennes dans les énergies renouvelables. Quelles énergies renouvelables? Tout ce qui est énergie marine renouvelable, les hydroliennes, par exemple, qui est un sujet sur lequel on pourrait avancer. Celles qui sont en voie de construction à Saint-Brieuc, qui font bondir les pêcheurs là-bas? Mais ça se discute, vous savez, il y a des pêcheurs, il y a des projets qui sont sans doute mauvais parce qu'ils sont dans les mauvaises zones, mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter de construire une éolienne dans ce pays ou d'arrêter de construire une hydrolienne dans ce pays. Il y a toute la question de la géothermie, par exemple. Et puis après, il y a la question de comment on fait des économies de consommation énergétique, de sobriété énergétique, la rénovation thermique des bâtiments, j'en ai parlé, mais il y a autre chose pour faire en sorte qu'on consomme moins d'électricité, parce que l'électricité la seule première électricité qu'on paye pas, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ça, je crois qu'à peu près tout le monde. Voilà. C'est d'ailleurs un des rares sujets qui fait consensus aujourd'hui. Il y a peut-être des exceptions qui m'auraient échappé. Ça fait consensus, dans la classe mais tout politique. Le monde ne fait pas ce qu'il faut pour que ça soit le cas. Manuel Bompard, directeur de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon et député européen et l'invité de France Info. Un an ferme, aménageable en bracelet électronique, c'est la condamnation annoncée hier pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Écoutez la réaction du Premier ministre, Jean Castex. Le Premier ministre de la République ne doit pas commenter les décisions de justice. La justice est indépendante et c'est heureux. Néanmoins, je voudrais vous dire à titre personnel que je voudrais, dans ces circonstances, manifester mon amitié et mon affection au président Nicolas Sarkozy, auprès duquel j'ai travaillé pendant près de 2 ans et dont je sais l'engagement qui a été le sien pour notre pays. Vous avez un commentaire ? Écoutez, le Premier ministre, à mon avis, devrait mieux éviter quand même d'exprimer sa solidarité pour un ancien président de la République, sur lequel la justice a démontré qu'il y avait eu une fraude massive à l'organisation des campagnes électorales. C'est ça le jugement. Présumé innocent à partir du moment où il a fait appel. Bien sûr, il a fait appel. Non, mais je le respecte. Mais en première instance, la justice a considéré que les modalités de financement de sa campagne électorale ne respectaient tout simplement pas la loi. Et donc, je trouve que comme la justice doit s'appliquer de la même manière pour tout le monde, je pense que le Premier ministre aurait mieux fait d'éviter d'exprimer sa solidarité avec Monsieur Sarkozy. Alors justement, c'est la peine maximale qui a été retenue contre Nicolas Sarkozy, qui estime que le droit a été bafoué de nouveau. On ne peut pas être sanctionné 2 fois pour les mêmes faits, dit-il. Il a donc décidé de faire appel, on l'a dit. La justice, elle est passée pour vous ou alors elle a été trop sévère ? Non, mais il y a eu un jugement rendu en première instance, il y aura un appel, donc et ça c'est normal. Monsieur Sarkozy, comme n'importe quel justiciable, a droit à ce que la justice se déroule en ce qui le concerne de la même manière qu'en ce qui concerne n'importe quelle personne. Néanmoins, je considère que ce jugement, il était nécessaire,
parce que les modalités de financement de sa campagne présidentielle étaient clairement frauduleuses. En tout cas, c'est ce que la justice a démontré. On verra si elle confirme ce jugement. Pendant le procès, Nicolas Sarkozy avait expliqué qu'il ne pouvait pas être au courant de tout, qu'il n'avait pas le nez matin, midi et soir dans les comptes de sa campagne, dans le coût des meetings. Est-ce que ce qui lui arrive aujourd'hui vous rend encore plus vigilant sur les comptes de campagne de la prochaine élection présidentielle? Est-ce que vous faites des rapports quotidiens, hebdomadaires à Jean-Luc Mélenchon sur l'argent qu'il dépense et celui qui lui reste? Non, mais écoutez, bon, derrière ce jugement, il y a quand même une question qui est le rôle que joue aujourd'hui la Commission nationale des comptes de campagne dans ce pays, avec des règles qui sont parfois très imprécises, avec une difficulté à avoir des réponses précises quand vous posez des questions extrêmement concrètes sur un certain nombre de frais relatifs à la campagne, de savoir s'ils doivent être inclus dans les comptes de campagne ou pas. Nous, on a fait une demande. Vous interrogez la Commission, vous aujourd'hui, vous ne savez pas toujours dans quelle case il faut mettre. Je vais vous faire une révélation. Je vais vous dire quelque chose. Nous, on a demandé, pour éviter qu'il y ait des difficultés, on a demandé à ce que la Commission nationale des comptes de campagne fournissent un observateur pour chacun des candidats et chacune des candidates pour faire en sorte que quand nous avons des questions, nous puissions avoir des réponses précises. Pour l'instant, la Commission nationale des comptes de campagne refuse de donner suite à cette demande. Et on se retrouve dans une difficulté qu'il faut que les gens comprennent. C'est que c'est pas si simple que ça de savoir, dans une campagne électorale, de savoir si des dépenses doivent être affectées au compte de campagne ou ne pas être affectées au compte de campagne. Donc, j'espère au moins... La règle n'est pas suffisamment claire? Non, la règle n'est pas suffisamment claire. Et j'espère que cette règle, elle pourra être précisée, parce qu'après on se retrouve avec des affaires complètement hallucinantes, en ce qui nous concerne, avec des poursuites judiciaires qui ont duré pendant maintenant plusieurs années sans qu'à aucun moment il y ait des éléments concrets qui nous disent à quel moment on n'aurait pas respecté la loi, et donc nous prenons les devants et nous disons donc, pour la campagne présidentielle 2022, dites clairement ce que l'on doit faire. Ça veut dire que ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy, ça pourrait arriver à Jean-Luc Mélenchon? Non, je pense pas dans ces proportions-là. Je pense qu'en ce qui concerne Monsieur Sarkozy, il y avait manifestement, et encore une fois, même si je respecte l'appel, il y avait manifestement un système organisé qui visait à dépasser le plafond, qui est le plafond qu'on n'a pas le droit de dépasser dans le cadre d'une campagne présidentielle. Cette question-là n'a jamais été posée en ce qui nous concerne. La campagne de Jean-Luc Mélenchon, si on la ramène en 2017, si on la ramène au nombre de voix, c'est celle qui a coûté le moins cher par électrice et par électeur. Donc je trouve ça quand même très surprenant que ce soit à nous qu'on soit venu chercher des noises. Alors Manuel Bompard, la France Insoumise est également dans le viseur de la justice dans une autre affaire. C'est celle des assistants parlementaires au Parlement européen. Où en est aujourd'hui la procédure qui a été ouverte, je crois, en 2018, et est-ce que Jean-Luc Mélenchon a été entendu? La procédure, j'aimerais bien avoir des nouvelles, moi aussi. Parce qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement spectaculaire qui avait manifestement une volonté politique de nous nuire, qui a été cette opération des au siège avec La République, c'est moi. Mais on parlait, si vous voulez, on parlait quand même d'affaires sur lesquelles nous avions transmis l'ensemble des éléments qui nous avaient été demandés. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été entendu dans cette affaire. J'ai pas connaissance précise des éléments du dossier, et par ailleurs, on a le droit encore dans ce pays de décider sur quoi on communique ou pas. Et vous avez le droit de pas me répondre et me dire c'est pas vos oignons, et dans ce cas-là je me tairai. C'est surtout que je pense que c'est pas forcément un sujet très intéressant aujourd'hui. Moi je suis dans la campagne présidentielle de 2022 et je veux faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon puisse remporter cette élection. Je voudrais vous poser la question différemment, et encore une fois vous avez le droit de ne pas me répondre, mais est-ce que vous souhaitez que Jean-Luc Mélenchon soit entendu définitivement dans les semaines qui viennent pour laver son honneur dans cette affaire, ou est-ce que vous demandez à la justice de faire une pause, le temps de la campagne électorale, en disant attention, la justice doit s'arrêter dans ces cas-là, à 6 mois d'une élection présidentielle, il y aurait trop de risques d'interférence dans la campagne? Non, moi je demande que cesse une forme de harcèlement judiciaire à notre encontre, qui a commencé par ces opérations de perquisition et qui se poursuit à intervalles réguliers avec des éléments qu'on va retrouver dans la presse sans que nous en soyons jamais informés. Vous parlez de quoi? Des fuites qui sont régulières sur ce dossier. Lesquelles? Il y a eu des fuites, chacun pourra aller consulter tous les 6 mois, on a le droit à une fuite, etc. Alors qu'il n'y a jamais aucun élément concret et tangible qui nous sont présentés et qui nous permettrait de comprendre si on n'a pas respecté les règles. Donc pause ou pas pause pendant la campagne? Mais c'est pas pause, c'est classement sans suite de ces affaires pour qu'enfin se cesse ce harcèlement judiciaire qui est insupportable. Et je veux pas effectivement que ces affaires judiciaires qui n'en sont pas viennent impacter le déroulement de la campagne présidentielle. Cette campagne présidentielle, elle doit se faire sur le fond, sur les programmes, sur les propositions. Nous avons un programme, l'avenir en commun, nous le mettons sur la table et nous souhaitons que les électrices et les électeurs se prononcent en fonction de ces programmes. Salia Braclia. Un tout autre sujet, le procès du groupe d'extrême droite OAS se tient en ce moment à Paris pour des projets d'attentats. Il y a quelques jours, 5 hommes issus de la mouvance néo-nazie qui envisageaient, eux, de s'attaquer à une loge maçonnique ont été placés en détention. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il y a une menace de l'extrême droite ?
Elle est effective, elle existe. Je crois que même Monsieur Nunez a dit qu'ils avaient déjoué 5 tentatives d'attentats d'extrême droite depuis 2017. Le patron du renseignement et de la lutte antiterroriste. Nous avons assisté, pas en France, mais dans d'autres pays, je pense en Nouvelle-Zélande, à des attentats menés par l'extrême droite, inspirés de cette fameuse théorie du grand remplacement. Donc, vous voyez, cette menace, elle existe. Et oui, je pense qu'elle est sous-estimée. Et surtout, ce qui est sous-estimé, c'est à quel point la banalisation d'un certain nombre de discours d'extrême droite portés par des gens qui sont aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle peut ensuite se traduire par des passages à l'acte qui sont dangereux. Et donc il faut commence par un Z. Pardon. J'ai pas de problème à citer les noms. Je pense à Monsieur Zemmour en particulier, dont le discours, de mon point de vue, banalise un certain nombre d'idées qui peuvent ensuite conduire à des passages à l'acte. Et donc je pense que Jean-Luc Mélenchon avait raison d'aller l'affronter pied à pied, de lui apporter une réplique à ces idées qui sont nauséabondes. Alors vous parlez de banalisation. Alors Jean-Luc Mélenchon, lui, il a été entendu dans le procès du groupe OAS en qualité de victime la semaine dernière. Et sur le parvis du tribunal, il a dit il y a une amicale complicité pour décider que celles des musulmans sont violents. Pour décider que seuls les musulmans sont violents. Que seuls les musulmans sont violents. Et qui est complice de ça ? C'est qui l'amicale complicité ? En tout cas, ce que je disais, je pense qu'il y a une sous-estimation manifeste du risque terrorisme d'extrême droite. Quand j'entends Monsieur Zemmour dire tous les terroristes sont des terroristes, mais c'est pas lui qui dirige le renseignement islamiste. Non, mais attendez, il s'agit pas de contester qu'il y a du terrorisme islamiste dans ce pays. L'amicale, il y a plusieurs membres, si tout va bien. Vous vivez dans le même pays que moi. Il y a une forme de banalisation d'un discours de stigmatisation des personnes de confession musulmane dans ce pays, et à qui on prête en permanence une forme de complicité avec les terrorismes islamistes qu'ils condamnent, et dont ils sont parfois d'ailleurs les premières victimes. Je rappelle que malheureusement, quand il y a des attentats, il y a aussi des personnes de confession musulmane qui en sont victimes. Et je trouve qu'il y a dans ce pays, dans le débat, quelque chose d'assez nauséabond pour considérer qu'ils en seraient responsables, que toutes les personnes de confession musulmane dans ce pays seraient responsables de ces actes. Et je pense que c'est infect de dire ça. Manuel Bompard, invité de France Info, il est 8h50, le fil info avec Diane Ferschit. De Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard. Les écologistes, ça ne vous a pas échappé, ont choisi Yannick Jadot pour les représenter à l'élection présidentielle. Est-ce que vous tendez la main, très clairement, aujourd'hui, à Sandrine Rousseau, qui visiblement a un petit peu de mal à appeler très clairement à voter pour Yannick Jadot? Écoutez, il y a eu un débat au sein de cette primaire écologiste. Il y avait un débat qui était intéressant, d'ailleurs. J'ai cru que vous alliez me dire qu'il y a eu un débat chez nous. Non. Il y a eu, l'appeler ou pas? Il y a eu ce débat, et je pense que ce débat était intéressant parce que finalement, il donnait à voir des différences dans le degré de rupture, c'est-à-dire l'idée que si on veut faire face à l'urgence climatique, à l'urgence écologique aujourd'hui, certains portent l'idée, c'était le cas je crois de Sandrine Rousseau dans cette primaire, qu'il faut rompre avec le système économique dominant, mettre un terme à la loi du marché sur l'ensemble des secteurs de l'économie, et qu'il faut porter des idées de rupture. De l'autre côté, il y avait une logique qui était davantage une logique d'accompagnement, qui était celle qui était portée par Yannick Jadot. Aujourd'hui, Yannick Jadot l'a emporté. Je crois que vous avez vu comme moi que le résultat a été extrêmement serré. Donc moi, je considère effectivement que les électrices et les électeurs de cette primaire qui se sont retrouvés derrière la candidature de Sandrine Rousseau, je pense qu'elles ont aujourd'hui un candidat en la personne de Jean-Luc Mélenchon qui porte ce même degré de rupture et qui considère lui aussi que si on veut mettre un terme et apporter des réponses immédiates à l'urgence écologique, il faut ces logiques de rupture. Et Sandrine Rousseau elle-même? Mais Sandrine Rousseau, écoutez, moi je sais pas. Elle aurait sa place chez vous ou pas? Si c'est le choix qu'elle fait, elle est bien évidemment la bienvenue. Mais je pense que Sandrine Rousseau, elle s'est engagée dans cette primaire. Elle portait l'idée d'être candidate des écologistes. Manifestement, elle est engagée dans des discussions avec Monsieur Jadot. J'ai cru comprendre que ces discussions ne se passaient pas très bien. Bon, c'est elle qui en tirera les conclusions. Il y a des contacts qui ont été établis avec elle? Mais on a, bien sûr, il y a des discussions avec l'ensemble des autres candidats d'ailleurs, et avec Sandrine Rousseau. Et Éric Piolle aussi. Oui, il y a un certain nombre de convergences. On a organisé des débats. Ils sont venus à nos universités. Il y a eu des contacts récents avec... Depuis la primaire. Ouais. Il y a des messages qui ont été envoyés d'encouragement, de félicitations. Mais ça marche dans les deux sens, ou il y a que vous qui envoyez des messages? Non, mais écoutez, c'est pas moi qui répondent au texto. En fait, c'est à Sandrine Rousseau qu'il faut poser la question de savoir la démarche dans laquelle elle est aujourd'hui. C'est pas moi aujourd'hui. C'est avec elle qu'il y a eu des messages en tout cas. Mais il y a des messages avec Sandrine Rousseau comme il y en a avec d'autres candidates et candidats. Non, mais me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y en a pas avec Yannick Jadot, par exemple. Mais Yannick Jadot, il a gagné cette primaire. On peut le féliciter de cette victoire. Mais bien sûr qu'il faut. Mais vous savez, c'est pas la politique, c'est pas la guerre. On peut avoir des projets qui sont des projets concurrents. Vous avez félicité On peut avoir Yannick Jadot? Des divergences. Oui, je l'ai même fait sur votre plateau mardi soir. En lui envoyant un message comme pour. Moi personnellement, je l'ai pas encore croisé au Parlement européen, mais je le ferai. Je vous le promets quand je le verrai. Non, mais pour être très clair, je considère
que les électrices et les électeurs qui sont retrouvés dans les propositions de Sandrine Rousseau à la primaire écologiste ont en la personne de Jean-Luc Mélenchon un candidat qui porte ces mêmes aspirations. D'ailleurs, il faut 500 signatures pour être officiellement candidat à l'élection présidentielle. Il en est où, Jean-Luc Mélenchon? On a à peu près la moitié aujourd'hui des parrainages. Alors en fait, c'est pour l'instant des promesses de parrainage, puisque vous savez que c'est seulement dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle qu'on a les formulaires officiels de parrainage. Il y a un risque qu'ils ne les atteignent pas, les 500? Un risque, je sais pas, mais je pense que il faut dire franchement les choses. C'est un exercice qui est un exercice compliqué, difficile, qui nécessite un travail sérieux. Parce que le Parti communiste a son propre candidat aussi? Non, pas seulement pour ça, mais parce qu'il y a un système aujourd'hui qui octroie le droit à un certain nombre de grands élus dans ce pays de parrainer des candidats à l'élection présidentielle. Nous, on est hostile à ce système. On avait mis sur la table la proposition d'un parrainage citoyen en disant qu'il faut, par exemple, 150 000 parrainages citoyens, ce que Jean-Luc Mélenchon avait fait quand il avait proposé sa candidature. Ça veut dire des dizaines et des dizaines de candidats pourraient l'être à l'élection. 150 000. Vous savez, pour avoir 150 000 parrainages citoyens, c'est pas si facile que ça. J'observe que Jean-Luc Mélenchon en a un peu plus de 250 000 pour l'instant sur le site mélenchon2022.fr. Oui, mais parce qu'il les a pas demandé pour être candidat. J'observe que M. Jadot a eu à peu près 50 000 votants en la faveur de sa candidature. C'est pas pareil. Et Madame Hidalgo en a eu à peu près 16 000 au sein du Congrès du Parti Socialiste. Donc vous savez, 150 000 parrainages citoyens, c'est pas si facile que ça. D'accord. Écoutez, vous croyez, mais vous pensez que n'importe quelle personne... Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que si un jour on disait aux Français, si vous donnez votre signature, il est candidat, il y aurait peut-être plus de monde qui serait prêt. Puisque pour l'instant, c'est les chiffres qu'on a sous les yeux. Nous avons souri. Salia. Un dernier mot sur le pass sanitaire. Le gouvernement veut le prolonger dans une loi, le prolonger jusqu'à l'été prochain. C'est l'annonce qui a été faite par le porte-parole du gouvernement cette semaine. C'est un problème ou c'est rassurant ? Ah non, moi je suis hostile au pass sanitaire. Je l'étais au moment de son intronisation, de sa généralisation au lieu de loisirs. Donc je suis bien évidemment hostile à sa prolongation. Mais vous l'utilisez dans la vie quotidienne aujourd'hui? Oui, je suis pour qu'il y ait moins de voitures sur les routes et je continue à utiliser ma voiture. Mais ça, vous savez, on est obligé de vivre dans la société dans laquelle on vit. Mais bien sûr que je l'utilise. Mais c'est pas pour ça que je partage l'idée que ça soit un bon outil. Je pense que c'est un outil qui répand une illusion de protection, alors que il ne garantit pas une forme de protection. Bien évidemment, la vaccination baisse les risques de contamination, mais ne les réduit pas à zéro. Est-ce que vous diriez que c'est un outil qui a sauvé des vies, le pass sanitaire? Non, je crois pas. Non. Je ne crois pas que ce soit un outil qui a sauvé des vies. Vous savez, il y a des pays en Europe qui n'ont pas eu besoin du pass sanitaire. Et il y en a qui l'ont imposé aussi au travail et aux enseignants. Bien sûr, mais il y en a qui n'en ont pas eu besoin et qui ont une couverture vaccinale beaucoup plus large que la couverture vaccinale en France. Je regardais les chiffres hier, par exemple. Vous savez, les personnes de plus de 80 ans en France, elles ont une couverture vaccinale d'à peu près 83%. C'est 100% en Espagne. Et il n'y a pas eu de pass sanitaire en Espagne. Vous voyez? Donc, le pass sanitaire, comme étant synonyme de la bonne couverture vaccinale, me paraît être une illusion. Si on veut avoir une couverture vaccinale, il faut faire un travail de conviction. C'est d'ailleurs ce que dit l'OMS. Convaincre plutôt que contraindre, et je considère que ce travail de conviction n'a pas été suffisamment fait en France. Manuel Bompard, dernière question, très rapide si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez qu'un jour Jean-Luc Mélenchon reviendra sur ce plateau? J'espère, peut-être quand il sera président. Pourquoi de la il veut pas République. venir? Ah, pas avant. Je sais pas, on verra. Pourquoi il veut pas venir? Quel est le problème? Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas de problème, mais après Jean-Luc Mélenchon peut choisir les émissions dans lesquelles il a envie de se rendre. Et puis pour le reste, nous sommes dans une campagne électorale. Vous avez autour de Jean-Luc Mélenchon des porte-paroles, des femmes, des hommes, des jeunes. C'est bien aussi d'entendre le candidat lui-même exposer ses propositions. On peut lui rendre hommage. Oui, mais vous pouvez pas toujours contester la personnalisation de la vie politique et considérer que c'est pas une bonne chose quand il y a des représentants, des porte-paroles qui viennent représenter un candidat. C'est quand même délicat, un candidat qui vient jamais, non? Mais il vient pas jamais. Jean-Luc Mélenchon. Pas souvent, alors. Vous inquiétez pas, insistez, vous allez voir. Et puis faites en sorte de faire des émissions sur lesquelles on parle du programme, du fond, des propositions. Vous savez quoi? On lance une invitation, si vous le permettez. Ça permettra d'avoir des émissions plus intéressantes pour les Françaises et les Français. Formellement, si vous voulez bien, on va le faire là. À partir de lundi, les matins présidentiels sur France Info. Xavier Bertrand est le premier invité. On lance formellement l'invitation au directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il est bienvenu. 2 heures pour parler du fond. D'ici à l'élection présidentielle, 2 heures face aux spécialistes de France Info et face aux auditeurs de France Info, vous êtes le bienvenu. Mais on verra. En tout cas, c'est très gentil de formuler cette invitation. Sachez que dans cette campagne électorale, nous, on souhaite que le débat se fasse sur le terrain des programmes, des propositions. Et Jean-Luc Mélenchon viendra sur des plateaux pour le faire. Et d'autres porte-paroles viendront aussi pour le faire. Il faut lui rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon, et je m'arrête là, parce que je pense qu'il a contribué à faire émerger dans le paysage politique un certain nombre de personnes d'une nouvelle génération. Et peu de responsables politiques dans ce pays n'ont réussi à faire ça, donc je pense qu'il faut lui rendre hommage pour ça. Merci beaucoup Manuel Bompard. Merci à vous et bonne journée à vous.